Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un bilan lecture pour les feignants qui ne veulent pas suivre tous mes retours de lecture, parce que je parle de toutes mes lectures, mais je fais une vidéo par lecture, et de temps en temps je fais une vidéo pour les feignants qui ne veulent pas les regarder une par une, donc un bilan lecture sur mes lectures du mois de décembre et de janvier. Donc 2022-2023, et sans plus tarder, je vais commencer. Ça a déjà parlé depuis un moment parce que j'ai déjà essayé de faire cette vidéo avec ma connexion merde. Oui, parce que je suis en live. N'hésite pas à venir me voir en live sur Twitch. Tu peux voir là, c'est Alistair Live. Et tu peux remarquer, si tu es un viewer assidu, mais je sais que tu l'es, que j'ai fait un nouvel overlay. Voilà, donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Ça m'a pris du temps, même s'il est quand même très simple, mais je ne suis pas informaticien, je ne suis pas expert en ordinateur, donc j'ai fait comme j'ai pu. Si ça te plaît, dis-le moi. Si ça te plaît pas, ne dis rien, ça va aller. Donc bilan lecture, premier livre de décembre, donc je disais dans ma vidéo précédente. Enfin, dans mon essai de vidéo précédente, le dernier Paul Cleave que j'ai eu, donc en e-book grâce au site NetGalley, je vais y arriver. Donc merci à NetGalley et aux éditions Sonatine de m'avoir permis de lire en service presse sans un bruit de Paul Cleave. Et c'était pas bien. Je les remercie quand même, mais c'était pas bien du tout. C'est déjà le pitch, c'est concrètement un enlèvement d'enfants. On a un couple lambda dans une ville lambda avec un petit garçon chiant au possible, chiant dans le sens insupportable. Car il a un comportement vraiment d'enfant hyperactif, mais il n'est pas diagnostiqué hyperactif. Il me semble même que c'est précisé dans le livre. Le gamin est juste chiant et il n'est pas hyperactif, il n'est pas malade, il est juste insupportable, c'est son caractère comme ça. Et donc c'est pour ça que j'ai eu énormément de mal à avoir de l'empathie pour ce gamin, pour l'enlèvement de ce gosse, parce que déjà le gamin je ne supportais pas. Pourtant je suis ATSEM dans une école maternelle, donc les gamins je travaille avec eux toute l'année, et là j'ai pas réussi quoi. Et les flics qui s'occupent de l'enlèvement de cet enfant qui voient pas plus loin que le bout de leur nez, ils ont que deux neurones. Le papa qui se fait très vite suspecter et pète câble sur câble et fait absolument n'importe quoi. Il prend toutes les plus mauvaises décisions de la Terre. En gros, j'ai trouvé qu'il n'y a rien qui allait. Ça, en plus, qu'on m'avait dit, ouais, Paul Cliff, tu verras, le style d'écriture machin est exceptionnel. Bah, j'ai pas trouvé ça foufou. Si, c'est bien, hein, mais c'est pas non plus la folie. J'ai pas aimé grand chose de ce livre. Je suis quand même allé au bout, je sais pas comment j'ai fait. Il était assez court quand même. Je sais plus combien de pages il a fait, pas 300. Et pouh, bah c'était mon premier Paul Cleave. J'ai tellement pas aimé que ben ce mois-ci, il est dans mon. Ce mois-ci, c'est mon mois seconde chance. Et il est dans mon mois seconde chance. Et donc, si tu connais La Collection de Paul Cleave, son livre qui s'appelle La Collection, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si c'est bien ou si c'est pas bien. Voilà, dis-moi ce que t'en penses, si tu le connais, si tu l'as lu, tout ça, tout ça. Parce qu'en attendant, moi j'ai pas aimé, et donc je lui donne une seconde chance, et si vraiment celui-là je n'aime pas, j'abandonne Paul Cleave officiellement. Voilà, comme c'est mon mois de la seconde chance, il n'y aura pas de troisième. Et donc oui, on m'a dit oui, mais Paul Cleave aussi, c'est toujours très what the fuck, avec des situations comme ça, donc c'est normal que t'aies pas aimé, c'est peut-être juste que t'as pas accroché. Et donc je suis allé voir un peu ce qu'il faisait ses romans précédents. Et donc effectivement, en fait, les situations, genre les meurtres, les situations dramatiques à chaque fois de ces livres, sont effectivement what the fuck. Mais c'est ça qui est what the fuck. C'est pas, à mon avis, hein, après je les ai pas lus, mais c'est pas l'enquête qu'il y a derrière, en fait. Et donc du coup, dans Sans un bruit, j'étais très étonné parce que c'est l'exact inverse. La situation dramatique, donc l'enlèvement du gamin, j'ai plus les prénoms par contre, me demandez pas, sont est extrêmement banal. Genre des enlèvements d'enfants, j'en ai déjà lu des tonnes, tu vois. Et par contre, c'est l'enquête en elle-même qui est what the fuck, mais what the fuck dans le mauvais sens du terme, parce que les flics qui font que n'importe quoi, et les parents, notamment le père, qui prend toutes les plus mauvaises décisions de l'univers, et évidemment qui se fait suspecter, et quand il s'occupe de son gamin, parce qu'il y a la journée d'après, quand il s'occupe de son... La journée d'avant, quand il s'occupe de son gamin, la journée juste avant,
qui se va s'enlever, il fait il s'en occupe pas forcément très bien. Il galère un petit peu face à son comportement extrêmement chiant du gamin, insupportable. Et donc il se fait des fois un peu filmer, il a des altercations avec avec d'autres parents et tout. Et tout ça va jouer contre lui. Et donc ça va être ça, le père suspecté. Est-ce que c'est vraiment le père qui l'a enlevé ou pas? Est-ce que c'est pas de la comédie ou pas? Je ne vous révélerai rien, mais mon Dieu que ça a été chiant et décevant. J'ai absolument pas aimé. Et donc à la fin, je l'ai plus ou moins vu arriver, c'était plus ou moins évident. Quand on ouvre un peu les yeux et qu'on réfléchit 2 secondes, ça m'a... bof. Je ne vous le conseille pas, donc n'hésitez pas à me dire si la collection est bien ou pas dans les commentaires. Je suis très curieux. Et je vais passer immédiatement au livre suivant. Donc qu'est-ce qui... Attends, je vais regarder sur ma petite application. Le livre suivant... Ah, je l'ai pas sous la main, je l'ai pas pris, j'ai oublié. Mais je vais rapidement revenir dessus. C'est Harry Potter et la Chambre des Secrets. Même en fait en décembre, j'ai carrément pas fait de vidéo. Je pense que je la ferai plus tard, une vidéo plus travaillée, ou alors une vidéo sur plusieurs romans, parce qu'en fait j'ai fait une grosse vidéo, d'ailleurs tu peux aller la voir, une grosse vidéo Harry Potter à l'école des sorciers, et qui a pas mal fonctionné, on m'a bien cassé les couilles dans les commentaires que j'ai retirés, et, et donc j'ai lu Harry Potter et la Chambre des Secrets, parce que j'étais trop hypé en octobre d'avoir lu le premier, je me suis dit il faut trop que je lise le deuxième. Mais c'était une lecture un petit peu que j'ai lu très lentement, un peu en mode récréation entre 2 thrillers. Je lisais quelques chapitres d'Harry Potter et c'était super cool. Et c'est une dinguerie, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Attendez, je vais enlever cette image-là parce que hop, magie, elle y est plus. C'est tout aussi bon que le premier. Et c'est vraiment l'intérêt des 2 premiers. C'est que le deuxième roman a eu une adaptation en film extrêmement fidèle. C'est ce que je disais dans la vidéo pour le premier Harry Potter. Le film, c'est littéralement le livre. Genre, il y a extrêmement peu de... Il n'y a aucun changement, littéral. Il n'y a rien qui change. Dans le film, c'est littéralement le livre. Il y a juste quelques omissions. Parce qu'on ne peut pas tout mettre non plus. Mais c'est des omissions extrêmement mineures. Et dans le deuxième, c'est un peu pareil. Il y a un peu plus d'omissions. Genre, Harry, il est un peu plus chez les Weasley. Donc il est chez les Dursley et tout. À un moment, pendant l'été, il est chez les Weasley. On voit un peu sa vie chez les Weasley. Il s'amuse, il fait sa live chez les Weasley et tout. Et ça aurait été bien dans le film de l'avoir un peu plus. Une vie quotidienne chez les Weasley, ça aurait été très sympa. Mais ce qu'on n'a pas eu, et ce que je déplore un peu. Il faudrait qu'il y ait une version giga longue parce qu'en fait, ils en ont filmé tellement qu'il faudrait qu'aujourd'hui ils puissent ressortir. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Hein. Donne-moi ton avis dans les commentaires, hein, n'hésite pas. Une version giga longue, en fait, une espèce de montage d'aujourd'hui. Genre, ils reprennent tous les rushs qu'ils ont fait et ils refont. Comme un peu la Snyder Cut avec Justice League. Ils refont. Harry Potter, les Harry Potter, ils reprennent tout leur rush et puis ils font des versions giga longues, mais en Blu-ray. Ah oui, c'est vrai que t'aimes pas les Harry Potter. C'est vrai que t'aimes pas. Mais genre une intégrale de la mort qui tue, quitte à ce que le film il fasse 5 heures, mais vraiment ils mettent tout, quoi. Par rapport à ce qu'il y a dans les livres, en fait. Ce serait incroyable. Et non, donc non, sinon c'est toujours aussi bien. C'est quand Harry, quand il est petit, en mode toujours un peu découverte du monde de la magie, et un peu naïf, c'est comme ça qu'il est le mieux. Et il est humble, il est vraiment juste dans ses propos et dans ses jugements, et c'est comme ça qu'il est le mieux. Et c'est vraiment une vraie... Et ça, en fait, c'est à partir du 3 ça commence à changer. Mais c'est encore la vraie team Harry, Ron et Hermione. Genre, ils sont vraiment égaux, les trois. Ils connaissent rien du monde magique, les trois. Et ils sont vraiment sur un pied d'égalité face au danger, en fait. Et il n'y en a aucun qui se démarque vraiment, sauf Harry, parce que évidemment, le livre s'appelle Harry Potter, c'est l'élu et tout, on sait. Mais Ron n'est pas encore insupportable. Et Hermione n'est pas encore devenue bonne, si tu veux. C'est pas encore, on n'a pas encore l'image d'Emma Watson en tête parce que ils ont que 12 ans, si tu veux.
Et parce qu'après, dans les livres suivants, Ron insupportable et Hermione un peu plus Miss Je sais tout, mais après t'as Emma Watson en tête et tu sens plus pisser. Donc c'est terrible. Et ah, ça a été mes émois d'adolescent, Hermione, hein. Mes émois d'adolescent, hein. Parce que j'ai grandi avec les films. Genre Harry Potter dans l'école des sorciers. Harry, il a 11 ans quand le film est sorti, j'avais 11 ans, si tu veux. Donc j'ai grandi avec Emma, en même temps qu'Emma Watson. Donc quand je voyais les films au fur et à mesure, j'en pouvais plus. À partir du troisième film, je suis en mode pouh, Hermione, terrible. Et donc voilà. Donc le deuxième, ils sont vraiment en mode encore enfant, découvert du monde magique, des amis qui se soutiennent, et c'est vraiment très cool. Et j'ai passé beaucoup trop de temps à parler de cet Harry Potter. Alors, j'ai une autre image à incruster, vous allez me laisser 2 secondes, parce que vous êtes gentil et que vous n'avez pas le choix. J'ai lu, donc c'était un peu mon livre de Noël. En plus, il a la bonne taille. Crime et fantômes de Noël, 12 nouvelles angoissantes. Donc, qu'est-ce que ce truc, en fait? Bon, évidemment, c'est une suite de nouvelles qui parle, qui a un peu pour thème enfin disons pour thème, j'allais dire pour thème Noël, parce que c'est marqué sur le titre, mais oui et non, c'est un peu le piège, ça a pas pour thème Noël. En fait, pourquoi c'est marqué Crime et fantômes de Noël? Parce que ces 12 nouvelles se déroulent en décembre, au moment de Noël. Genre les jours autour du 24-25 décembre, à peu près. Et donc, concrètement, à part qu'ils se passent tous à Noël, quasiment aucun ne parle de Noël. On a un crime de Noël ou quoi, ou il n'y a rien du tout. Rien de tout ça, quoi. Et ça a un peu été l'élément qui m'a un peu déçu, même si c'était vraiment sympa. En fait, il faut savoir que c'est des auteurs vraiment du 19e, donc extrêmement classiques. On a du Dickens, on a du Conan Doyle, on a du Stevenson, Gaston Leroux. Donc par contre, en dehors de ça, vous pouvez le lire en dehors de Noël, clairement. Mais ça permet de découvrir soit des auteurs du 19e siècle qu'on ne connaît pas forcément, parce que en fait les 2 tiers je les connaissais même pas. Traitez-moi d'un culte si vous voulez. Mais ça m'a permis de découvrir certaines plumes ou de redécouvrir certaines plumes. Bon, par exemple, il y en a une de Conan Doyle, ça fait plus d'1 an que je suis dans les Sherlock Holmes, j'en lis régulièrement, donc Conan Doyle, je le connais bien maintenant. Mais je m'étais encore jamais lancé dans du Dickens. Et la toute première nouvelle, c'est le Dickens, et je m'en rappelle encore. Alors les 12 nouvelles, je les ai complètement oubliées. Déjà maintenant, 2 mois après, je les ai zappées, je m'en souviens plus. Sauf une, et c'est celle de Dickens. J'avais très peur parce que je pensais que ça allait être une écriture extrêmement lourde, une écriture extrêmement fastidieuse à lire, alors qu'en fait, eh ben pas tant que ça. Alors, il faut brancher son cerveau, évidemment, quand tu lis du Dickens. Du Dickens, c'est pas J.K. Rowling, c'est pas mon roman à moi, c'est même pas Conan Doyle, c'est même pas encore pareil. Ça doit être les mêmes périodes. Mais, vraiment, ça se lit plutôt bien. L'histoire est, j'allais dire, simple, mais très compréhensible. Et, euh, et la fin, mon Dieu, la fin était vraiment, vraiment très cool. Je suis pris vraiment une claque, c'était vraiment très bien. C'était beau. C'était la fin, c'était vraiment beau. Comment les personnages terminaient, comment l'histoire se finissait, c'était vraiment beau, c'était une belle histoire, très maîtrisée. Je m'en rappelle encore, et non, franchement, rien que pour celle de Dickens, allez lire ça. Parce que c'est tout des lectures un peu fastidieuses, un peu, voilà, c'est des auteurs du 19e, donc ils ont leur façon d'écrire à eux, quoi, un peu à l'ancienne. Il y en a certaines qui ont très mal vieilli, d'autres qui ont très bien vieilli. Mais rien que pour celle de Dickens, quoi, allez-y. Celle de Conan Doyle est pas mal non plus. Celle de Gaston Leroux aussi. C'est 2-3 que je me souviens à peu près. Mais les autres, les autres, bof bof. Mais vous pouvez toujours y aller, ça fait découvrir des vieux auteurs si jamais ça vous intéresse, si c'est votre truc. Vous pouvez toujours y aller, quoi. N'hésitez pas.
Et donc, le roman suivant, je l'ai là. Il est là, il est beau. C'est l'affaire CX selon Malone de Pierre-Olivier Babé. Et donc je remercie Pierre-Olivier Babé qui est venu me voir sur Instagram en DM et qui m'a envoyé, et qui m'a demandé si je voulais bien un SP, qui a tenu à me faire un SP papier. Je lui avais demandé si, je lui avais dit que si vous pouvez m'envoyer le e-book s'il voulait, ça ne me dérangeait pas. Et il m'a dit non, non, je t'envoie un papier à l'ancienne. Moi, je suis à l'ancienne. Et puis donc, j'ai dit allons-y. Banco. Je dis pas non, quoi. Il insiste, j'ai dit oui. Et donc, je vais vous lire vite fait la quatrième de couverture. Donc, c'est rare que j'ai des SP papier. Les trois quarts des SP, mais c'est même pas 90%. C'est des e-books, les SP. Et donc, une double enquête de Malone, commandant de police borderline et intuitif. Malone, commandant la PJ de Versailles, pilote une double investigation autour du crash de l'avion privé d'un milliardaire et de l'agression de son épouse. Ah, ça y est, je m'en rappelle. Je m'en rappelle et j'ai très envie d'éternuer. Je sens que ça va arriver. Et donc on a le commandant Malone qui est donc comme j'ai dit à la PJ de Versailles et qui dans le manoir d'un mec d'un couple hyper riche t'as le monsieur qui meurt dans le crash de son avion, de son jet privé. Et d'un autre côté, on a sa femme qui s'est fait agresser chez elle. Donc ce sont deux affaires différentes, apparemment, parce que lui s'est crashé dans un avion donc loin de chez lui, et elle s'est fait agresser chez elle. Donc, comme c'est un même couple, en fait, Malone a les deux. Parce qu'après tout, on sait jamais, c'est peut-être lié. Est-ce que c'est lié, est-ce que c'est pas lié Donc nous allons le découvrir tout de suite. C'était pas mal du tout. La plume de Pierre-Olivier Babé, comme je le disais dans ma vidéo, a vraiment rien à envier à un Tillier, à un Bernard Minier ou autre. Vraiment. Et vraiment, j'ai trouvé ça très sympa. C'était vraiment très cool. Cependant, j'ai trouvé quand même tout ça extrêmement classique. C'était très très classique. J'allais dire pas, c'est pas que c'est fade, mais il se passe rien d'exceptionnel non plus. Euh, J'en retiens pas forcément grand chose. Alors c'est bien, c'est ce qui est très paradoxal, c'est que c'est bien. J'ai aucun vraiment reproche à lui faire en soi. Parce que le style d'écriture est bon, la couverture elle est scalée, mais elle est pas dégueu, tu vois. L'histoire est bien maîtrisée, bien travaillée, tout est cohérent et tout. J'ai vu arriver quand même la fin d'assez loin. J'ai pas eu de surprise. Mais voilà, c'était bien. J'ai passé un bon moment, mais sans plus. Vraiment. J'ai trouvé quand même qu'il fallait faire attention. Après, ce n'est que mon avis, c'est parce que j'ai lu quand même énormément de polars. C'est le genre que je lis le plus, donc évidemment, au bout d'un moment, on repère les clichés. Mais c'est Malone, en fait, si tu veux. Il est énormément, tu sais, c'est le policier un peu bourru, un peu brut, qui a des méthodes un peu douteuses par rapport aux méthodes officielles de la police, qui a pas des méthodes, j'allais dire forcément légales, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas loin, et qui aurait dû se faire virer depuis longtemps. Et pourquoi il s'est pas fait virer? Tout simplement parce que il est trop bon, c'est un trop bon flic. Donc on le garde même s'il fait des conneries. Et c'est pareil, dès comme ça, j'en ai vu plein des flics comme ça. Qui ont du caractère, qui ont des façons de travailler un peu douteuses, mais on le garde parce qu'il est beaucoup trop bon, en fait. Voilà, c'est un trop bon élément. Et
c'est quand même moyen de continuer à faire des héros comme ça. Avis aux auteurs, ne faites pas ça, ne faites plus ça s'il vous plaît. Ne faites plus un enquêteur qui a une forte personnalité comme ça, extrêmement écrasante. Et qui ne devrait plus travailler là, mais il reste parce qu'il est trop bon, malgré ses méthodes douteuses. Il ne faut plus faire ça, vraiment. Parce que j'ai pas encore une fois, j'ai pas passé un mauvais moment parce que l'enquête est tellement bien travaillée que ça sauve. Si l'enquête a été pas ouf, ben tout simplement, j'aurais dit que du mal. Pour moi, le seul hic, c'est vraiment bah, Malone, quoi. C'est l'enquêteur. C'est l'enquêteur et le fait que l'enquête elle soit extrêmement banale finalement. Mais sinon, je peux vous le conseiller pour un premier polar, sans prise de tête, vous pouvez le lire facile. Et mon dernier roman de l'année, c'est celui-là. C'est ça ou alcoolique, ouais, convient. Mais tu me crois, il l'est aussi. Hein. Il l'est aussi. Hein. Moi, c'est un peu insupportable, tu vois. Bon, après, ce que je vais dire, ça se dit pas forcément trop. Mais je vais peut-être balancer un peu. On va balancer un peu. Alors je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de ce monsieur en ce moment. Donc j'ai fait une vidéo plutôt positive, tu vois. J'ai juste dit comme là que je trouvais que l'affaire était quand même assez classique. Ça casse pas forcément trois pattes à un canard, mais c'est vraiment bien maîtrisé. C'est deux affaires en parallèle, bon, alerte spoiler, mais qui se rejoignent évidemment. Je veux dire, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour s'en rendre compte et pour le penser, quoi. Parce que je me suis dit direct, je me suis dit oui, mais il n'y a pas de roman. Si ça se rejoint pas, il n'y a pas de roman à un moment, voilà. Prenez-moi pas pour un jambon. Et. Mais donc plutôt positif, à part l'enquête un peu banale et l'enquêteur sur lequel je mets énormément de réserves, j'ai passé un bon moment. J'ai dit à la fin de ma vidéo, si je vous le conseille, vous pouvez y aller, c'est sympa, ça mérite sûrement une suite, peut-être y avoir une suite avec une autre enquête avec Malone. C'est possible comme c'est pas possible parce que la fin vraiment peut terminer le personnage et il peut passer à un autre enquêteur. Il peut tout à fait faire ça comme il peut le reprendre. Donc finalement il peut y avoir une suite. C'est pas un personnage désagréable. Il peut y avoir avec Malone une vraie évolution de personnage. Et donc voilà, j'étais parti là-dessus en mode c'est cool, allez-y, classique mais efficace. Bonsoir, comment ça va? Mais en fait, j'ai fait toute ma promo habituelle, j'ai mis sur YouTube, j'ai fait toute ma promo Instagram, je l'ai mis sur Babelio, et tout le tintouin, tout le tout team. Et ça m'a étonné parce que j'ai pas eu le retour de l'auteur. Je lui ai envoyé par DM aussi en mode coucou, enfin bonsoir, c'est fait, j'ai fait la vidéo, j'ai plutôt bien aimé, c'était cool, retour positif. Je lui ai fait un petit topo avant de poster. Il a même pas vu mes messages, il a même pas liké mon post Instagram, il a pas regardé ma vidéo YouTube, parce que la vidéo YouTube qu'il la regarde pas, je peux comprendre, tu vois. Mais mais que l'auteur ne me dise pas bah merci pour le retour positif, tu vois, un petit like, un petit partage en story, ah bah merci pour la chronique, parce qu'il est quand même venu me voir, c'est pas comme si c'était moi qui avais insisté, c'est lui qui est venu me voir en DM sur Instagram en mode bonjour, tu peux chroniquer? Et j'ai dit oui quoi. Surtout qu'il m'a envoyé un SP papier, je veux dire ça coûte du pognon de faire envoyer un papier. Et j'ai eu aucun retour, rien, nada, zéro, plus de nouvelles. Le mec n'existe plus. Mais vraiment quoi, alors que j'ai tout fait quoi. J'ai tout fait, j'ai fait YouTube, Instagram, Babelio, mes trois plus gros réseaux. Enfin, Babelio, bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés. En fait, il y a peu de temps avant que je poste tout ça, il a fait un post sur Instagram en mode je vais plus faire de promo moi-même pour mon roman, alors que ça faisait un mois qu'il était sorti. Au bout d'un mois, le mec dit c'est bon, je fais plus de promo pour l'affaire CX selon Malone. C'est bon, j'en fais plus.
Genre, il prévient les gens qu'il fait plus de pub pour son propre roman sur ses réseaux. Ça, déjà, ça m'a étonné parce que moi, ça fait un peu plus d'1 an que Dirty Work est sorti, donc mon propre roman, et je fais encore de la promo. J'en parle encore, tu vois. Bon, plus trop maintenant parce que j'ai d'autres projets pour ce livre. Je veux quitter ma maison d'édition pour en chercher une autre. Salut, comment vas-tu? Content de te voir. Donc je veux changer de maison d'édition, donc là, bon, je dois encore l'envoyer à des chroniqueuses, mais je vais leur renvoyer un DM pour leur reproposer plutôt la version suivante quand j'aurai... Enfin, je sais pas. Mais t'as pas à t'excuser, y a pas de souci. Mais j'ai trouvé vraiment dommage d'avoir. Mais il disait quand même, s'il y a des chroniques et tout, je vais les partager et tout. Donc moi, je me suis dit, bon, bah très cool, il va partager ma chronique. Et après tout, être partagé par un auteur pour un chroniqueur, c'est aussi un gage de visibilité, donc plus d'abonnés. Enfin, je veux dire, c'est un cercle vertueux, quoi. C'est censé être un cercle vertueux. Mais là, Pierre-Olivier Babé, rien du tout. Il a même rien vu, rien liké, rien partagé. Il m'a même pas répondu à mon message en DM, en message privé sur Instagram. Rien, zéro, nada. Donc finalement, je vous déconseille cet auteur. Enfin, c'est très méchant ce que je raconte. Et je le fais à contre-coeur, mais vraiment, le retour sur un investissement n'y est pas, quoi. Le retour sur investissement n'y est pas du tout, du tout. C'est lui. Donc c'est quelqu'un qui m'a contacté courant novembre, octobre ou novembre, sur Instagram. C'est lui qui est venu réclamer le service presse. Je l'ai lu, j'ai plutôt apprécié, même si j'ai eu des petits trucs à dire, mais c'était pas non plus dramatique. Mais j'ai plutôt bien apprécié. Je veux dire, c'est bien maîtrisé, c'est banal. Ça casse pas forcément, c'est pas l'originalité, mais ça va quoi. Donc retour plutôt positif et je disais bah j'ai pas un partage, pas un like, pas un merci en message privé, rien, zéro nada, je me suis fait ghoster quoi. Donc à un moment, moi je veux bien, mais moi le roman, je sais que ça se fait pas avec les services presse, mais je vais le revendre à Easy Cash, hein, je vais me faire de la thune avec, hein. Parce que j'ai pas gagné d'abonnés, au moins que je gagne un peu de pognon, hein. Je sais que ça se fait pas et que c'est irrespectueux, parce que notamment Cassandra de mes lectures de l'horreur, elle s'est faite lyncher l'année, je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, il y a un moment, parce qu'elle avait revendu un service presse. Mais avec celui-là, j'aurais aucun scrupule. Enfin bref, j'ai lu L'Homme Invisible, donc mon dernier roman de l'année 2022, et je vais poster ce que je dis là, hein, ça partira en vidéo sur YouTube, et en rediffusion sur Twitch. Aucune pitié, hein, vraiment, je me sens dans mon bon droit, hein, moi, il n'y a aucun problème. Je dis le positif tout comme le négatif, hein, pas de problème. Donc L'Homme Invisible de H.G. Wells, donc qui est un classique parmi les classiques, El Clasico del Madrido, j'ai envie de te dire. Euh, donc peut-être que je vais vous donner envie de le lire s'il vous a toujours un peu intrigué. L'Homme Invisible, qui est, euh, qui est sorti genre au 19e siècle, j'ai plus la date exacte, je sais même plus si je l'ai dit dans ma vidéo. Donc concrètement, c'est l'histoire d'un homme qui est invisible. Voilà, c'est tout. Non, en fait, le tout début, je vais vous raconter un peu le début. Donc nous avons une auberge dans une petite ville d'Angleterre, un village même. Et donc, il y a, ouais, c'est ça, c'est une petite auberge, quoi. Et donc, il y a un homme qui entre dans cette auberge. Et un homme qui est extrêmement, pas un peu étrange, mais disons que on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, donc qui est en grand impair, voilà, tu sais, qui recouvre tout le corps, euh, avec des gants et avec des lunettes de soleil, et vraiment on ne voit pas son visage avec un chapeau, vraiment, et on ne voit pas sa peau, on ne voit pas son visage, on voit vraiment, même son visage est un peu masqué et tout, on ne voit rien. Et donc il vient dans cette auberge, il réclame une chambre pour un temps indéterminé. Il a de l'argent, il va payer, enfin voilà. Et donc il l'accueille. Et dans sa chambre, cet homme se met à faire on ne sait quoi, parce qu'il fait énormément de bruit, pas que ça dérange forcément, mais il intrigue. Il intrigue énormément. Il fait un peu de bruit parfois, mais en gros, il est différent des autres clients. Il ne veut pas qu'on le dérange, personne ne l'a jamais vraiment vu.
tu vois. Il est un peu asocial, il ne parle à personne, il ne voit personne à part les aubergistes qui vont lui porter les repas dans sa chambre. Vraiment, le mec solitaire de ouf dans sa chambre. Et donc, au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que cet homme est invisible. Mais c'est ça, mais à mon avis, la série des années 80-90, elle est tirée du livre. Donc le livre est très court, il fait 250, enfin très court. Quand on le voit comme ça, il fait très court, arrivé là, il fait 250 pages. Donc c'est vraiment une vieille version que j'ai, avec une traduction extrêmement fastidieuse. Donc je vous conseille vraiment, je vous conseille vraiment, je disais, une édition très récente. Parce que c'est une édition des début 20e que j'ai. Je vais vous dire, ah non, début 20e, milieu 20e. C'est une édition de 1958 que j'ai chopée chez Emmaüs. Mais je vous conseille une édition récente qui aura certainement eu une réécriture, une bonne réécriture, un peu plus adaptée, peut-être un peu plus moderne. Parce que là, parfois, il y a des tournures de phrases ou des traductions, je pense, qui sont extrêmement hasardeuses par rapport à l'anglais. Tu vois, je pense qu'une réédition avec une réécriture, avec une traduction un peu plus moderne, ou pas forcément moderne, mais un peu plus juste, serait de bonne aloi. Je pense que ça doit exister. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça m'a extrêmement agacé. Parce qu'en fait, j'ai vu énormément de retours en mode empathique de par le personnage qui est l'homme invisible. C'est dur ce qui lui arrive, tu vois, en mode compliqué, parce qu'être un homme invisible, c'est compliqué. Donc évidemment, vous devinez pourquoi il reste dans sa chambre, pourquoi il veut voir personne, machin, parce qu'il est invisible, il veut pas que ça se sache. Voilà. Il y a énormément de messages et de leçons à en tirer, évidemment, notamment sur la différence, sur la tolérance, parce que les aubergistes et les habitants du village ont très vite capté que c'était un homme différent, et donc il s'est fait remarquer pour ses différences, il s'est fait juger pour ses différences, donc il y a énormément de très bonnes leçons, même qui résonnent encore aujourd'hui, donc à en tirer. Donc pour ça, il faut le lire, car c'est encore très actuel, je trouve. Donc c'est pour ça que je vous conseille aussi une édition plus moderne. Mais oui, c'est très particulier, ça part en couille hyper vite, il y a beaucoup de rebondissements, c'est extrêmement what the fuck en fait, faut avoir l'esprit assez ouvert, et aussi de par le comportement des habitants dès qu'ils s'aperçoivent qu'il est invisible. Comment on réagirait nous face à un homme invisible? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que leur réaction à eux, j'étais un peu sceptique, un peu dubitatif. Ils ont accepté l'idée quand même hyper vite. Après, c'est un auteur du 19e siècle, hein, donc à un moment voilà. Donc je peux pas trop juger. Je peux juste dire que je suis un peu mitigé, mais que c'est un classique, qu'il faut le lire, c'est pour la culture. Je regrette absolument pas la lecture, j'ai passé un bon moment, un moment très fastidieux, pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer, mais un bon moment et qui est plutôt indispensable, parce que c'est pour la culture, quoi. C'est comme la machine à explorer le temps. J'ai pas forcément beaucoup aimé, mais c'est extrêmement moderne pour l'époque. C'est extrêmement précurseur pour l'époque. Et je ne saurais que trop vous le conseiller également, car c'est du même auteur. Ensuite, nous allons arriver au premier livre de 2023. Je me suis dit, je vais taper dans le grand. Le serpent majuscule de Pierre Lemaitre, le dernier polar, on va dire, thriller de Pierre Lemaitre. Et je trouve extrêmement dommage que ce soit son dernier. Parce que c'était pas ouf, hein. C'était pas dingue. Alors il y a un contexte à remettre en place. Il faut savoir que c'est en fait le tout premier qu'il ait écrit. Ouais, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est le tout premier qu'il ait écrit dans les années 80, je crois, je sais plus. Il le dit de toute façon au début. Il y a une note de l'auteur au début. Voilà, il y a un avant-propos. Il y a un avant-propos où il en parle.
Et je pense qu'il aurait dû le laisser dans ses tiroirs et ne pas le ressortir. De toute façon, je vais vous expliquer. Parce que un peu, je sais pas, c'était pas bien, c'était pas très bien. En fait, ce qu'il explique aussi, c'est qu'il n'y a quasiment pas retouché. Il a à peine relu, il a rien changé. Genre, c'est brut de décoffrage comme à l'époque, quoi. Il a rien changé, il a voulu le garder, le laisser dans son jus et le sortir comme ça parce que s'il disait que s'il le relisait, il aurait trop changé de choses. Ce que je peux comprendre. Moi-même, si je relis Dirty Work, je le réécris de fond en comble. Tu vois, je rechange plein de trucs, il ressemblera plus à mon outil de départ, j'ai envie de dire. Mais là, il aurait dû le faire quand même. Il aurait dû le faire parce que déjà Mathilde, concrètement la méchante, hein, parce qu'on va suivre la méchante. Elle est extrêmement antipathique. Son caractère comme ça, il l'a voulu comme ça. Elle est très brute. C'est une petite vieille un peu qui aime personne. Et qui est littéralement tueuse à gages. La meuf était résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, nous sommes pendant les années 90. Elle a une soixantaine d'années. Et, euh, et concrètement, elle n'a pas réussi à décrocher de la guerre, en fait. Elle trouve la vie fade depuis, et à un moment, elle a réussi à se faire un peu embaucher par une espèce d'assaut ou d'organisation qui tue des gens. Un peu à la Dirty Work, en fait. Comme quoi j'ai eu la même idée que Pierre Lemaître, sans le savoir. Mais moi, c'est un peu l'idée plus complète chez moi, et un peu plus travaillée. Elle sera plus développée dans mon tome 2 d'ailleurs. Mais concrètement, la base reste la même. Donc elle a des espèces de missions où elle doit y aller et buter des gens. Donc concrètement, on la voit évoluer dans ses missions. Et donc à un moment, au début du roman, elle fait une mission, elle tue un mec et elle se casse. Et sauf que c'est grâce à cette mission-là, qu'elle va se faire arrêter à la fin du roman. Enfin, disons qu'elle va commencer à suer, quoi. Elle ne va pas se faire arrêter, à l'air spoiler, elle va pas se faire arrêter. Pendant tout le roman, elle cavale, elle va pas se faire arrêter. Et mais c'est nul en fait parce que pour elle c'est le quotidien. Mais les flics, qu'est-ce qu'ils y ont vu de plus que ces affaires précédentes? Je sais pas. Je trouvais ça extrêmement dommage parce qu'en fait, ensuite, au fur et à mesure du roman, on voit d'autres missions où elle prend beaucoup plus de risques. J'ai la gorge sèche de ouf. Et je suis extrêmement dubitatif. Donc ensuite, en fait, parce que le roman ne parle pas de cette enquête et finalement de cet homme qui meurt un peu comme une merde dans la rue, qu'elle tue. Oh, désolé. Hein. Mais concrètement, le sujet du roman, c'est la relation entre Mathilde et Henri. Voilà, j'ai failli oublier le prénom. Donc Henri, c'est son supérieur dans cette association de tueurs. Et donc, ils ont fait la guerre ensemble, et tous des très vieux amis, qui se voient jamais, hein, mais c'est des très vieux amis. Et donc, c'est un peu leur relation de je t'aime moi non plus. Et c'est ça l'histoire, en fait. C'est la relation particulière de Mathilde et Henri. Et comment est-ce qu'ils vont finir à la fin? Est-ce que les flics vont finir par les choper? Et j'ai trouvé ça extrêmement. Enfin. Un peu chiant, un peu ennuyeux, un peu brut de décoffrage, pas réaliste. Les flics inintéressants au possible. Vous pouvez oublier la police. Et donc, ouais, non, j'ai pas aimé. Alors là, par contre, ce que j'ai adoré, parce que bon, tout n'est pas négatif, c'est la plume de Pierre Lemaitre. Le style d'écriture, il est incroyable. Une plume vraiment caustique, extrêmement avec de l'humour noir. Je trouve que caustique dans ce roman, c'est vraiment le mot. C'est vraiment, je vais y arriver. C'est vraiment le mot. J'aurais dû prendre un verre d'eau ou une gourde d'eau parce que je m'assèche très vite, très, très vite quand je parle aussi longtemps. Donc caustique, c'est vraiment ce qui caractérise la plume de Pierre Lemaitre, qui est vraiment un peu à la Stephen King. Il peut être très brut, mais il continue d'avoir un style d'écriture avec des descriptions complètement incroyables et qui fonctionnent de ouf et avoir un rythme parce que c'est rythmé, il se passe toujours quelque chose. Le rythme est fou, le style d'écriture est dingue
en fait. Et ça, c'est incroyable. Et c'est ce qui sauve le roman. Parce que l'histoire. Donc, la relation Henri-Mathilde est pas inintéressante. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Parce que l'enquête policière est sans importance, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement dommage. Donc, c'est vraiment une petite déception. Voilà, donc passons à la suite. Qu'ai-je lu après? Là je suis content. Parce que regardez de quoi on va parler. On va parler de ça. On va parler de la dinguerie du mois de janvier. Je suis très content d'en parler. Jérôme, si tu me regardes, j'ai envie de te dire. Donc au fait, combien sommes-nous et suis-je toujours là? Ah, nous sommes 5. C'est très bien, c'est plus que d'habitude. Et merci Popo45 au fait pour le follow, hein. J'ai absolument pas fait attention. Merci beaucoup à toi d'être là. Arrivé mi-mars. Pas de spoiler. Non, ne t'inquiète pas, je vais pas spoiler. Déjà dans ma vidéo, j'ai pas. Non, à mon avis, t'as pas dû regarder la vidéo par peur que je spoil et je ne spoile pas. Dans la vidéo, tu peux la regarder, je spoile pas. Vraiment pas. Au pire, je donne un contexte, mais bon, concrètement, voilà. Et donc, tu peux regarder en toute, voilà, en toute quiétude. Et donc, de quoi ça parle? En fait, nous sommes encore une fois sur un roman qui, pour je dis encore une fois, non, c'est le roman d'après où je dirais encore une fois, qui est sur deux timelines. Donc, nous sommes en premier lieu en été 1995. C'est en Normandie, donc en France, en Normandie. Et donc, nous suivons Damien qui habite. Alors, c'est quelle ville? Attendez, c'est quelle ville? Je sais plus. Donc, une ville random en Normandie, en bord de mer, concrètement, une petite ville qui fonctionne sur la pêche, une petite ville de pêcheurs. Concrètement, c'est l'économie de la ville, hein, c'est clairement la pêche, parce que beaucoup de ses habitants sont pêcheurs, il y a un quartier des pêcheurs et tout, vraiment. Tout ce quartier, au-delà de la ville, parce que c'est une petite ville classique, mais au-delà de la ville, t'as beaucoup d'habitants qui sont pêcheurs, et c'est vraiment leur boulot, leur activité. Mais c'est vraiment un petit port un minuscule, un truc un peu familial, on va dire. C'est pas une grosse industrie. Et donc nous suivons Damien qui est là, qui fait sa vie d'adolescent, qui a 15 ans. Et donc il va se passer beaucoup de choses pendant cet été-là. Et je vous raconterai pourquoi après, parce que la deuxième timeline, nous sommes en... Je crois que c'est 2019. Je vais vous dire ça tout de suite. 95, attends, parce que je sais plus, je crois que c'est 2019. Si je ne dis. Voilà, nous sommes en 2019. Damien a refait sa vie ailleurs. Et donc, il est appelé. Il est appelé parce que son père est mort. Son père qui a continué à vivre dans cette petite ville. Bon, ses parents ont divorcé et tout, il a suivi sa mère, bon voilà. Son père est resté dans cette petite ville de pêcheurs, à ne rien faire, hein, concrètement, à vaquer une vie extrêmement triste, être dans l'alcool et l'eau de mer. Et donc on appelle Damien, ton père est mort. Bon, en gros, c'est à lui de venir régler tous les frais de succession et tout ce qui peut en découler en France. Et sache, mon cher Paul, qu'en France, tout ce qui est succession, c'est extrêmement compliqué. On dit la France, le pays où il y a de l'administratif parce qu'il y a énormément de papiers à faire. Mais quand ça parle de succession, tu peux le multiplier par 10. Parce que ça m'est déjà arrivé de m'occuper de ce genre d'histoire pour mon propre père. C'est vrai en plus. Et, et donc voilà, donc il vient et il s'aperçoit qu'il découvre des éléments qui remettent en doute le fait que ce fameux été 1995, finalement, est-ce que son père a tué? Voilà. Parce que l'été 1995, quand il avait 15 ans, son père donc il y a un mort dans ce port et son père est accusé. Et donc au moment de la mort de son père en 2019 où il revient, il découvre un élément qui remet tout ça en doute. Et voilà, donc on part de là.
Donc Damien qui va se mettre à enquêter, en tout cas à s'intéresser, au-delà d'enquêter, c'est pas vraiment une enquête, mais à s'intéresser à la question finalement, est-ce que mon père est le salaud que je pensais et le coupable a-t-il tué cette personne? Même, je peux même pas vous dire qui a tué parce que c'est une révélation de fin de roman. Je ne peux pas vous dire qui est mort. Mais finalement, l'a-t-il vraiment tué? Voilà. Et donc, on a vraiment un thème des marins, des pêcheurs qui est extrêmement présent, extrêmement réaliste. On sent la mélancolie dans l'écriture, on sent que Jérôme Loubry connaît ce milieu et a dû vivre dans une ville similaire, ou alors il s'est extrêmement bien documenté parce que cette ambiance du port est vraiment extrêmement bien retranscrite. Moi j'y étais. J'y étais, mais par contre les descriptions du port et de la mer et tout n'est pas répétitif. Ça m'a pas saoulé comme ça a pu le faire dans mes lectures suivantes. Et dans ma lecture précédente, qu'est-ce que j'ai lu? Solitude de Nico Takian, d'ailleurs, va voir ma vidéo. Et c'est en montagne avec de la neige, le froid, et c'est extrêmement répétitif. Genre la description de montagne, de neige, de froid mordant, c'était extrêmement relou tellement ça revenait souvent, c'était extrêmement redondant. Là, avec ces descriptions de mer, d'immensité, de l'eau, du vent, de la Normandie, du port et tout, d'activités de pêcheurs, ça ne m'a absolument pas gêné, j'ai même trouvé ça très cool. Ça fait vraiment partie de l'ambiance et il n'en fait pas trop. Donc on a la plume de Jérôme Loubry qui fait largement le café. Moi Jérôme Loubry c'est mon auteur français préféré, il n'y a pas de débat, hein. C'est lui le meilleur. Hein. Depuis que j'ai lu Les Refuges, les enfants, lisez Les Refuges. Lisez Les Refuges, parce que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie et c'est vraiment très bien. Et donc ça aussi c'est très bien parce que ça réussit à me surprendre. Encore. À moitié parce qu'il y a certains trucs je m'y attendais. La grosse révélation de fin, je m'y attendais un chouïa. Disons que j'ai eu un soupçon avant, je me suis dit ah peut-être que. Et finalement j'ai réussi à me faire surprendre quand même parce que dans les refuges tu te fais doublement surprendre. Et Jérôme Loubry, c'est excellent, mais oui, mais Les Refuges, c'est une dinguerie. Les Sœurs de Montmort, c'est une dinguerie. Tout est une dinguerie absolue. Ouais. Et, pardon. Et j'ai une notification bizarre. Et là, on a encore plusieurs surprises. Faut bien le lire jusqu'à la fin. Parce que rien n'est à rater chez Jérôme Loubry jusqu'à la toute fin. Et c'est juste top. Après, il est en dessous, je trouve, un demi-cran quand même, en dessous des Sœurs de Montmort. J'ai préféré un peu les Sœurs de Montmort parce qu'il y a une ambiance un peu plus gore, un peu plus oppressif, parce qu'il y a beaucoup de morts dans les Sœurs de Montmort. Et il y a une espèce lorsqu'on suit la police, on suit notamment un flic, et il y a vraiment une espèce d'impuissance par la police en fait. Tu vois vraiment la police complètement impuissante, qui fait vraiment tout ce qu'elle peut, elle n'arrive à rien, il ne comprend pas. Et encore une fois, on a un double plot twist à la fin, et c'est incroyable. Là, là c'est beaucoup plus soft, c'est beaucoup plus dans l'émotion. C'est ça, c'est beaucoup plus dans l'émotion, dans la mélancolie, dans la tristesse de ce père qui finalement est-ce qu'il est coupable? Ou même au bout d'un moment tu te dis s'il est coupable, c'est pas grave. Tu serais même peut-être prêt à lui pardonner. Tu vois, ça a été mon sentiment à un moment. Je me suis dit, s'il est coupable, Aziz, pas grave. Damien fait pas le con, pardonne-lui, parce que c'est trop un bon gars, son père. Et j'étais à fond dedans, j'étais dans l'émotion complète. Ça m'a pris, c'était vraiment génial. Donc lisez-le, faut que Jérôme Loubry soit le Stephen King français, c'est terrible, lisez ce livre, je ne le dirai jamais assez, Jérôme Loubry égale dinguerie, voilà, ça rime en plus. Donc voilà. Ah bonjour, bienvenue, 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 oh une nouvelle personne. Mais merci pour ton abonnement, ça fait plaisir, parce qu'en fait je n'ai pas la notification. D'accord, Loubry excellent, j'ai adoré les refuges. Ah mais le refuge c'est son meilleur.
Les Chiens de Détroit, il y a quelques semaines. Je l'ai pas encore lu. Et je vais vous montrer un truc. Et les enfants, j'arrive tout de suite. Là. J'arrive, je suis là. Je naviguais sur Vinted, comme je le fais régulièrement quand j'ai mon salaire, quand mon salaire tombe. Et donc je me suis dit qu'il serait peut-être temps que j'acquière les versions normales, on va dire, les versions grand format des Jérôme Loubry, parce que en fait j'ai les Sœurs de Montmort en grand format, j'ai le Chant du Silence en grand format, mais les autres, je ne les ai en poche. Et moi j'adore les grands formats. Quand j'aime un roman, j'aime bien lui rendre hommage en ayant le grand format. Et surtout que ça fait beaucoup plus beau dans une bibliothèque. Et que je peux me permettre, en fait, parce que j'ai la place qu'il faut, parce que je sais que beaucoup de gens achètent des poches parce que c'est moins cher et que ça prend moins de place. J'ai la chance d'avoir les moyens de m'acheter les grands formats et d'avoir la place de les stocker. Donc je trouve que c'est une chance. Et notamment grâce à Vinted, qui est avec les bouquins à 2 balles qu'on peut voir. Mais enfin bref, on s'en fout. Je vous apprends rien, mais j'ai vu ça. J'ai vu, c'est ce qui marquait là. J'ai trouvé les refuges en grand format. C'est les épreuves non corrigées. J'ai les épreuves non corrigées des refuges. Et voilà, j'ai tombé là-dessus, je me suis précipité dessus. Parce que tout le monde ne peut pas avoir les versions non corrigées, donc c'est des versions soit de journalistes ou soit de chroniqueuses. Et une chroniqueuse, je ne sais pas, a mis en vente sa version non corrigée sur Vinted. Et je me suis précipité dessus, il ne m'a quasiment rien coûté, et je suis joie. Et mais Stephen King, j'en ai commandé 3 en grand format, mais tu sais, les versions des années 90, là, cette version-là, attends. Là, j'ai ça, mon gars. Oula. Mais tu sais, ces versions-là, là. Parce qu'en fait, ma mère, elle les a aussi. Donc, j'en achète pour ma mère, et si elle les a en double, je les garde. Donc, ces versions-là, les grosses versions de 1992, là. Elle est de quand, cette version-là? C'est les yeux du dragon. 1995. Tu vois, des grosses versions, là. Bazar aussi, gars. T'as vu ça? C'est trop bien. Celle-là, les deux. 1992, hein, tu vois, c'est bien ce que je dis. Toutes ces versions-là, j'ai même les 3 premiers tomes de La Tour Sombre dans une grosse intégrale comme ça. Tu gardes ça, cette dinguerie-là. Et moi, c'est ces Stephen King-là que je veux. Bon, après, les modernes, ils sortiront plus dans cette collection-là. Mais quand même, 1991, il est sorti celui-là. Mais c'est trop bien. Moi, je veux ça, tu vois. Moi, je rangerai plus tard, c'est pas grave. Et donc, tout ça pour dire que je serais content d'avoir cette version épreuve non corrigée. Même si je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus en meilleur état. Mais bon, je suis très content. Je vais pouvoir voir les fautes d'orthographe de Jérôme Loubry. Et ça, c'est beau. Et donc, laissez-moi 2 secondes pour incruster une image. Pour ma lecture suivante que j'ai eue en service presse, donc je remercie encore une fois le site NetGalley de permettre d'avoir des gros services presse pour les chroniqueurs un peu plus petits comme moi. Et oula. Il est où? Mince. Bah elle est où l'image? Je l'ai pas eu. Merde. Attends. Donc je remercie NetGalley. Et encore une fois, je crois que c'est les éditions Sonatine. Les éditions Sonatine de m'avoir permis... voilà, elle est là. D'avoir accepté le service presse. Donc si tu es chroniqueur, et si tu ne connais pas NetGalley, fonce. Si tu es toujours refusé, si on te refuse toujours les services presse de grosses maisons d'édition, fonce sur NetGalley, on va t'accepter. C'est ce qui est mon cas d'ailleurs. J'ai pas énormément d'abonnés sur Instagram par rapport à la moyenne, et j'y arrive, hein. Aucun problème. Et donc une saison pour les ombres, le dernier RJ et Laurie. Et qu'en ai-je pensé? Mais que du bien, ma bonne dame, que du bien, c'était très bien. Et donc, c'est là où je peux dire encore une fois, nous sommes sur 2 timelines. D'un côté, nous sommes dans les années 70, 1970, où nous suivons la famille. Comment il s'appelle? J'ai plus les noms. Je ne sais plus, donc nous suivons une famille
Donc ça se passe au Canada, hein, aux alentours de Québec. Nous suivons une famille, de la rencontre des parents jusqu'à la formation des enfants, vraiment du début, quoi. Et donc monsieur rencontre madame et tout, on a la formation de la famille. Et en fait, nous avons... comment il s'appelle? Et j'ai tout oublié. Donc en fait, le mec... encore une fois, c'est un peu comme dans le chant du silence, en fait. Et j'ai plus les noms, j'ai oublié tous les noms. Jacques. Jacques. Jacques, un jour on l'appelle, il est chez lui. Je crois qu'il habite à Québec. D'ailleurs, dès qu'il y a une maison qui brûle, il travaille pour une assurance. Dès qu'il y a une maison qui brûle, en fait, il va travailler un peu sur place, voir les circonstances de l'incendie et tout. Enfin bref. Et donc on l'appelle et on lui dit, reviens dans la ville de ton enfance parce que ton frère a fait une connerie. Il a agressé quelqu'un. Cette personne est dans le coma. Si elle survit, il va juste être jugé pour agression. Une agression classique, donc il fera pas de prison, au pire il aura une amende, il fera du sursis, et bon, concrètement il aura rien. Par contre, si la personne qui l'a mis dans le coma meurt, et ben là il sera inculpé pour meurtre. Et donc là, il y aura toutes les conséquences qui en découlent. Donc en gros, vient occuper un peu de ses affaires, parce que concrètement, Jacques est la seule famille qui lui reste. Et donc Jacques revient dans cette ville de Jasperville, ça je me rappelle, j'ai failli oublier, j'ai eu peur d'oublier. Donc il revient à Jasperville, donc qui est une ville extrêmement isolée. Donc on a vraiment, on ne peut y accéder qu'en train. On ne peut pas forcément y accéder en voiture parce que c'est une région extrêmement froide, où il y a énormément de neige et de forêts autour. Euh, c'est vraiment extrêmement oppressif. Encore une fois, parce que il fait froid tout le temps, il fait genre du soleil que 2 mois dans l'année en période d'été, c'est tout. Et encore, il fait 15 degrés, 15-20 degrés, pas plus. Et sinon, c'est l'hiver permanent, il fait extrêmement froid pour se chauffer, il fait parfois apparemment des -40, bon c'est le Canada, et, euh, et, euh, et donc on a aussi la vie de cette famille qui s'installe dans cette ville et qui y prospère. Donc monsieur travaille dans la mine de cette ville, parce que c'est une ville minière. Tu vois, je fais encore une fois le parallèle avec le Jérôme Loubry, parce que là c'est une ville de pêcheurs, mais la ville dans Jasperville chez R.J. et Laurie, c'est une ville de mineurs. Et donc tout tourne autour de cette mine, parce que c'est limite une ville qui a été fondée par l'entreprise à qui appartient cette mine. Alors comment elle s'appelle? Je ne sais plus, mais enfin un nom à la con, on s'en fout. Et comment et donc tout le monde, tous ceux qui s'installent dans cette ville sont là parce qu'ils sont embauchés pour cette mine. Ou sinon, après, allez, t'as une poste, t'as un médecin, t'as quelqu'un qui tient la pension, t'as toujours des petits commerces, mais c'est vraiment les gens qui tiennent les commerces une minorité par rapport à ceux qui travaillent à la mine, quoi. Donc c'est vraiment une grosse ville de mineurs quasiment exclusif. Et, et donc cette famille s'installe là, papa travaille et devient important. Mais vient là, le premier, j'essaie d'être concis, vient le premier meurtre d'une jeune fille. Elle doit avoir genre une quinzaine d'années et elle meurt de manière assez sale. Mais quand je vous dis assez sale, genre t'as l'impression qu'il y a un ours qui lui a sauté dessus et qui lui a donné des gros coups de griffe dans la gueule, dans la poitrine, elle a tout ouvert, elle est vraiment tripe à l'air, c'est de manière assez gore. Et voilà, vraiment abandonnée dans la neige, mais extrêmement bizarre, parce que normalement, une bestiole, quand elle attaque un humain, c'est qu'elle est non seulement désespérée, mais non aussi affamée. Et donc elle se serait nourrie de cet être humain, de cette jeune fille. Sauf que là, il n'en est rien, et c'est ça qui est extrêmement bizarre et qui stresse tout le monde. Un animal qui attaque gratuitement. Et pourquoi, on ne sait pas. Et donc, il va y avoir plusieurs jeunes filles au fur et à mesure des années, dans les années 70 et 80, jusqu'en 1990. Et combien, je sais plus, je pourrais plus vous dire. Et donc le village devient extrêmement parano, et notamment notre famille et son entourage,
qui va extrêmement en souffrir. Et donc on a toute cette ambiance déjà oppressive et très sombre de par rien que le contexte de la ville en fait. Mais en plus, ces attaques. Ces attaques d'animaux, soi-disant, c'est ce qu'ils pensent en fait les gens. Et donc nous sommes d'un autre côté aussi en 2019, je crois, ou 2021, enfin de nos jours. Et je pense l'acheter en papier, en fait, tellement j'ai aimé. J'ai eu le CLSP, je l'ai lu, mais je pense vraiment l'acheter en papier pour la collection. Vraiment, dès que j'aurai un peu trop d'argent, je le prendrai à la fin du mois quand j'aurai mon salaire. Et donc nous sommes avec Jacques en 2021, je sais plus si c'est 2019 ou 2021. Et donc il vient parce que son frère a fait une connerie, son frère qui continue d'enquêter sur ce qui se passait sur ces meurtres de jeunes filles. Et le mec devient complètement parano. Vous savez, le même, en fait, avec le gars qui a la main sur un espèce de tableau, tu sais, avec plein d'images reliées avec des fils, et il est complètement décoiffé, il est en mode, en train de t'expliquer un truc, c'est son frère. Je sais pas si je me suis bien exprimé sur ce même, mais le même du gars qui est à fond en train d'expliquer un truc, voilà. Ça, c'est le frère de Jacques. Il est en train d'enquêter là-dessus, il en peut plus, il devient complètement parano, complètement fou. Et il a attaqué un gars qui pense être impliqué là-dedans. Et est-il vraiment impliqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a tué? Tout ça. Ça reste la question en fait. Et voilà, je peux pas en dire plus. Je ne vous ai pas spoilé, hein, c'est vraiment les premières pages. Hein. C'est vraiment le pitch de départ, c'est ça. Hein. Je n'en ai rien rajouté. Et c'était vraiment très bien. Putain, c'était trop bien. On est dedans, quoi. L'ambiance est là, le suspense est là. C'est oppressif, c'est glacial, c'est froid. Peut-être légèrement. J'allais dire non, c'est pas répétitif sur le milieu. Je trouve qu'il y a une petite routine qui s'installe au milieu du roman. Où le rythme est moins soutenu, où il se passe un peu moins de choses vers le milieu du roman, mais ça passe assez vite. Hein. C'est l'histoire de 50-100 pages, et puis après, on redémarre comme en 40, il n'y a pas de souci. Après, c'est que mon impression à moi, mais je pense que c'est vraiment qu'une impression parce qu'il se passe énormément de choses. Il y a un bon rythme, un bon style d'écriture. Franchement, en plus, c'est mon premier R.J. Ellory. Comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, c'est le premier de tel auteur. À chaque fois, il y a des gens qui s'étonnent. Parce que je dis toujours, j'ai lu beaucoup de polars, ouais, mais beaucoup d'anglais. Enfin, lui est anglais, mais je crois qu'il est anglais, ouais. Mais il y a plein d'auteurs que j'ai délaissés, en fait. Notamment des Français, des Américains et tout. Et lui en fait partie du lot. Je sais plus de quelle origine il est. Il est pas anglais, lui. Et donc je me suis dit, vas-y, je vais me lancer dans cet auteur-là. C'est le moment, il vient d'en sortir un nouveau. Et je le regrette pas, parce qu'il est vraiment top, quoi. Style d'écriture cool. Non, il fait le taf, quoi. Dans le thriller, un peu. J'appelle ça un mi-huis clos. Un peu oppressif, un peu. Voilà, non, c'était génial, quoi. C'était cool, très bien, quoi. Donc, je vous le conseille vraiment. C'est glauque, hein, c'est un peu gore, c'est oppressif. Si vous aimez vraiment ça, lisez-le. Bon, c'est le genre de roman, quand vous le lisez, faut pas être en dépression. Il faut pas avoir un coup de mou au moral. Parce que sinon, après, tu vas te pendre. Hein. Et il y a un message cool aussi de par la grande sœur de Jacques. C'est là, c'est gratuit, ça fait plaisir. Je sais pas si c'est fait exprès en particulier, mais c'est là. Petit message de tolérance qui est là, qui est bien. Et donc je vais arrêter d'en parler et passer au suivant. Ça va être beaucoup plus court, ça va être un manga. Et donc je suis tombé là-dessus au centre culturel à Leclerc. Une étude en rouge, en fait Sherlock Holmes, les classiques en manga. Et donc ça se voulait, quand je l'ai vu, un peu plus réaliste, on va dire. Très fidèle. Donc je l'ai acheté parce que comme tout ce qui est trait à Agatha Christie, à Hercule Poirot, je lis tout ce qui a trait plus ou moins, mais un peu moins qu'Agatha Christie. Je suis beaucoup plus vénère avec Agatha Christie. Je lis vraiment tout ce qui se fait sur Agatha Christie et ses personnages. Pas autant sur Sherlock Holmes et Conan Doyle. Mais là, je me suis dit, tiens, c'est un manga, c'est court. Enfin, c'est court, il fait quand même 250 pages, donc c'est un gros manga.
Et c'est l'occasion de voir ce que ça donne. Et c'est vraiment très bien. Et donc, voilà, ça. Très bien ça. Après, donc, je vais essayer quand même de juger ça comme un manga. Je vais enlever le RJ et le RI. Là. Donc, les dessins, je vais essayer de... Voilà, sont comme ça. On va essayer d'enlever la lumière. Concrètement, c'est dessiné comme ça tout le temps. J'ai trouvé une bonne double page, mais... Voilà. Pas trop mal, on va dire. Voilà. Donc, les dessins sont bien. Alors c'est pas non plus, en fait, comme je lis beaucoup de mangas, ça a pas été une claque pour moi. Je n'ai pas trouvé ça exceptionnel dans le dessin, mais ça fait bien le café. Donc pour du Sherlock Holmes, ça fait bien le taf. Moi qui ai lu des attaques des Titans, Black Clover, le dessin est incroyable, l'attaque des Titans, les dessins sont incroyables. Donc je me suis déjà pris des claques visuelles point de vue dessin. Mais donc celui-là, c'est pas une claque visuelle point de vue dessin, mais ça fait bien le café. Et par contre, je peux vous dire que point de vue histoire, Sherlock Holmesque, donc ça reprend Une étude en rouge, donc qui est un roman, La Ligue des rouquins qui est une nouvelle, et La Bande mouchetée qui est une nouvelle, donc deux nouvelles bien connues. Et par contre, c'est extrêmement fidèle, mot pour mot, au roman et aux nouvelles. C'est incroyable, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Ça reprend extrêmement fidèlement les écrits de Conan Doyle. Et même les actions, même les discussions, c'est vraiment genre tout ce qui se passe dans tout ce qui est écrit dans les bulles. Là, tout ce qui est écrit dans les bulles, c'est écrit dans le roman. C'est vraiment les mêmes discussions. Il n'y a rien qui change. C'est littéralement, le mec a pris les livres et en a fait un manga, littéral. J'ai trouvé ça incroyable. C'est vraiment très cool. Donc si tu ne veux découvrir Sherlock Holmes de manière douce, que tu aimes les mangas, lis ça. C'est un très bon pied à l'étrier pour découvrir Sherlock Holmes. Car si tu aimes ce manga Sherlock Holmes, tu peux lire les livres. Il faut savoir que Conan Doyle a une plume extrêmement facile à lire, pas fastidieuse du tout et encore moderne je trouve pour aujourd'hui parce qu'il va vraiment dans le vif du sujet, il se perd pas en description pompeuse et c'est vraiment très bien. Donc très bon pied à l'étrier. Moi ça rentre dans ma collection, j'espère qu'il va y avoir autre chose, des suites qui vont en faire d'autres parce que c'est très bien. Alors ça je l'ai pas encore sorti en vidéo non plus comme Harry Potter et la Chambre des Secrets. Je J'en profite pour en parler là. Je ferai la bibliographie d'Agatha plus tard. C'est Le Crime de l'Orient Express. Je vais pas épiloguer là-dessus 100 ans. C'est l'un des meilleurs Agatha Christie. C'est le premier Agatha Christie qui m'a vraiment... Non, c'est le deuxième, pour être exact. C'est le deuxième Agatha Christie qui m'a vraiment fait dire putain, c'est une dinguerie. Agatha Christie, c'est une déesse. C'est la reine du crime. C'est l'impératrice du crime et du roman policier. Personne ne peut l'égaler. Et pour l'instant, pour moi, personne ne l'égale encore. Que ce soit dans le style d'écriture, la construction des personnages, quoi, les plot twists, la surprise, quoi, l'enquête, parce qu'on peut vraiment enquêter avec elle. C'est vraiment... tout est parfait dans ce type de roman. Bon, tout n'est pas parfait dans tous les romans d'Agatha Christie, mais Le Crime de l'Orient Express, c'est vraiment la base, quoi. C'est le genre de roman qui est vraiment parfait. Tous les personnages sont bons. C'est pas trop long. C'est bien décrit. Il y a du suspense jusqu'au bout. La révélation finale est incroyable. Tout est parfait. L'ambiance est bien. C'est oppressif, ce qu'il faut. C'est classe, ce qu'il faut. On a Hercule Poirot qui est au summum de ses capacités. Les personnages sont tous intéressants et tous différents. C'est génial. On est bien. Agatha Christie, il faut la lire. Le Crime de l'Orient Express. Si vous n'avez... si vous ne voulez pas lire que du Agatha Christie, vous pouvez lire
vous pouvez le lire, celui-là. Vous pouvez le lire, Le Crime de l'Orient Express, parce que vraiment, vraiment c'est top. Vraiment c'est top. Vous pouvez lire celui-là. Il y a quoi? Il y a Ils étaient 10. Il y a Le Meurtre en Mésopotamie. Il fait vraiment partie de la base d'Agatha Christie qu'il faut lire. Si vous ne voulez pas lire toute la bibliographie d'Agatha Christie, lisez au moins Le Crime de l'Orient Express. C'est vraiment la base de la base, on va dire. Ensuite, qu'ai-je lu? J'ai lu les mémoires de... Attendez, je vais remettre une petite image. J'ai lu les mémoires de Sherlock Holmes, qui est une suite de nouvelles, encore de 12 nouvelles, donc qui a pour thème vraiment les mémoires de Sherlock Holmes. On a vraiment Sherlock Holmes qui se pose dans un fauteuil et qui raconte à Watson les enquêtes intéressantes qu'il a menées avant qu'il ne le connaisse. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Je trouve que là, Conan Doyle a vraiment trouvé un équilibre entre montrer une démonstration de talent de Sherlock Holmes et vraiment un mystère intéressant et mystérieux et extrêmement intriguant. Nous avons un bon équilibre des deux. Et c'est vraiment très sympa. Et la dernière nouvelle, c'est le problème final. Et nous avons la première apparition de Moriarty. Donc nous, aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir d'autres nouvelles de Sherlock Holmes, mais à l'époque, c'était le problème final, genre c'était vraiment un peu la mort de Sherlock Holmes, la fin de Sherlock Holmes, avec son ennemi final, qui est Moriarty. Donc aujourd'hui, nous, on sait qu'il va y avoir des suites, mais là, vraiment, à l'époque, ça devait être un truc de fou. Et c'est vraiment une nouvelle qui est longue, qui est presque un petit roman, on va dire, et qui est vraiment un duel d'intelligence entre Holmes et Moriarty. C'est vraiment le méchant qui lui donne le plus de mal, et vraiment, vraiment extrêmement intéressant, très haletant, et c'est vraiment très sympa, quoi. Très cool, et c'est à regarder. C'est à regarder. C'est à ne pas rater. Pour moi, c'est vraiment le mémoire de Sherlock Holmes. C'est vraiment les meilleures nouvelles de Sherlock Holmes. Pour moi, c'est le meilleur. De ce que j'ai lu pour l'instant, c'est le meilleur de Sherlock Holmes. Je vais pas épiloguer là-dessus. Je vais maintenant vous parler du... Je vais enlever ça déjà. Pouf, magie, disparition. Je vais vous parler maintenant du dernier livre que j'ai lu au mois de janvier. Ça s'appelle Enfer Nocturne. Et j'ai encore des gens en live malgré les coupures qui m'assaillent. Oui, vous êtes encore 4, ça va. Ça va, ça va. Donc, Enfer Nocturne. Donc, il faut que je vous parle un petit peu du contexte. Donc, c'est de Georges Finlam, qui est un auteur belge, en auto-édition. Et chose très rare que je n'accepte que très rarement, mais là, je vous ai expliqué pourquoi j'ai accepté. Donc, en octobre 2022, j'ai fait le salon du livre de Wallonie, qui s'appelait avant le salon du livre de Mons, donc à Mons en Belgique. Donc l'un des plus grands salons du livre de Wallonie, un des plus importants, où il y a énormément d'auteurs, donc j'ai participé en tant qu'auteur avec Dirty Work. Et mon voisin de table, donc mon voisin de droite, c'était Georges Finlam, donc on a bien sympathisé, auteur très sympathique, et il m'a expliqué que quand il le peut et quand ses voisins de table acceptent, il fait des échanges de romans. Donc moi je lui donne le sien et moi je choisis un des siens. Je donne le mien et je choisis un des siens, pardon. Et donc j'ai parmi les quelques romans qu'il a déjà sortis, j'ai choisi Enfer Nocturne qui me parlait le mieux. Et voilà, donc je lui ai dit par contre je te préviens, je suis chroniqueur, booktuber, bookstagrammeur, tout ça, tout ça. Donc si je le lis, je le chronique à tes risques et périls, tu vois, en sachant que je suis plutôt quelqu'un de... J'allais dire d'exigeant, mais disons que quand j'aime pas, et j'hésite pas à le dire, quoi. Moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat, quoi. Voilà, si j'aime pas, je le dis aussi. Si j'aime bien, je l'encense de ouf, mais si j'aime pas, je le dis aussi. Et... Et donc, qu'en ai-je pensé? Eh ben, c'est un roman particulier, on va dire. J'ai plutôt bien aimé, j'ai pas passé un mauvais moment. Donc il est très court, hein, il doit faire 150 pages à tout péter. 176 pages.
Voilà. À tout péter. Donc il est pas très long, je l'ai lu assez vite. En 2 soirées, c'était fait, quoi. Et concrètement, ça parle. En fait, nous suivons une équipe de police, une équipe de nuit. Donc on a l'équipe Charlie, donc une équipe de police belge, donc de nuit, et donc qui fait sa ronde dans les villages alentours, dans leur secteur. Et donc du coup, nous allons découvrir les affaires, donc tout ce dont une équipe de nuit s'occupe en Belgique. Donc par contre, l'intérêt, le grand intérêt de ce roman, c'est qu'il faut savoir que Georges Finlam est lui-même policier dans la vraie vie. C'est un vrai policier belge, donc un policier national, j'imagine. Je sais pas s'ils ont, comme en France, une police municipale, mais donc en gros, c'est vraiment un policier. Et donc nous avons vraiment... Qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Barrez-vous. Je parle pas don't speak English, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous foutez là? Wanna become famous, improve. Non, non, ça m'intéresse pas, barrez-vous. C'est très gentil, mais barrez-vous. Si vous parlez pas français, vous allez vous faire chier. Et je vous le dis avant de vous bannir, hein. Barrez-vous, hein. Get out, hein. Vraiment, hein. Out, hein. Barrez-vous. Et donc, c'est extrêmement fidèle quant aux conditions de travail d'un policier, d'une équipe même de police en Belgique. On a vraiment tout. Donc, on a l'arrivée de leur arrivée donc au commissariat. Donc leur état d'esprit vraiment, quand ils partent de chez eux et leur état d'esprit en arrivant au travail, ils se changent et tout, on a la tenue, on a le fonctionnement, donc comment l'équipe se répartit au commissariat, qui fait quoi et pourquoi, et nous avons le mec qui reste au commissariat et qui répartit un peu les tâches, toi tu vas là, toi tu vas là, j'ai eu un appel, ah bah attends, quelqu'un qui appelle, on a besoin d'une équipe là parce qu'il se passe ça, bon bah ok, j'envoie machin. Donc on a vraiment tous les détails du fonctionnement d'une équipe de police, donc notamment de nuit, et c'est vraiment très instructif et bien foutu et fidèle. Le style de l'écriture fait bien le café. Il fait le travail, je trouve. Il fait le travail, c'est sympathique, c'est bien. Et donc, rien que pour ça, si vous voulez savoir comment la police belge fonctionne, je vous le conseille fortement parce qu'il est très instructif. Les personnages sont ce qu'ils sont, ils sont sympathiques, c'est des gens normaux, concrètement. Voilà, donc c'est pas des personnages auxquels on peut s'attacher particulièrement. Après, moi, c'est pas le genre de personnage auquel je m'attache forcément, mais ils sont bien à suivre. On suit des gens normaux qui font leur travail de policier et qui le font bien. On a vraiment les procédures, tout. Et donc, c'est une soirée évidemment mouvementée pour eux, parce qu'on a plusieurs types de situations différentes, dont une un peu plus glauque, donc on voit aussi leur réaction dans des situations un peu plus de crise, notamment de violence, on a de la violence conjugale, je sais plus ce on a des choses un peu plus grandes, on a un accident de la route, est-ce qu'on a on a des jeunes un petit peu qui foutent la merde dans les rues. On a un peu de tout. Il regroupe plusieurs types de problèmes. Et non, c'est vraiment instructif, intéressant. C'est limite un documentaire en fait, ce roman. Et donc je vous le conseille fortement. Parce que c'est sympa. Et c'est en fait le fait qu'il soit court, c'est bien aussi parce que j'aurais pas lu un roman de 500 pages comme ça m'aurait vite saoulé en fait. Le fait qu'il fasse même pas 200 pages, euh, c'est suffisant pour être très honnête. Parce que est-il dispo Fnac Amazon? Écoute, je ne sais pas. Amazon sûrement. Amazon, attends, tu veux que je regarde la vite fait? Je vais regarder la vite fait, aller en live, je regarde sur Amazon. Donc Amazon France évidemment. Parce qu'il faut savoir que... Donc Enfer Nocturne, mon compatriote habite au Canada. Oui, je le trouve sur Amazon, je le vois là. Je le vois sur Amazon. Broché. Il est à... Ah, je vois pas le prix, dis donc.
Donc il apparaît sur Amazon, mais je ne vois pas le prix. Tu sais quoi? Je vais aller lui poser la question. Et je te dirai quoi. Franchement, je vais lui poser la question et je te dirai quoi, en sachant que toi tu es au Québec. Tu es au Canada. Je sais pas si c'est Québec ou Canada. C'est Québec, toi, c'est ça? Et au-delà de Canada, je veux dire, c'est Québec. Et, je te dirai quoi sur Instagram. Je t'enverrai un message dès qu'il m'aura répondu. Je te dis quoi. Et donc, oui, non, mais c'est très documentaire, quoi. Québec exact, ouais, ouais, voilà. Et, grande question, as-tu l'accent québécois? As-tu l'accent? Ça, putain, j'adorerais t'entendre parler, ça me fait rêver. Tu sais, il y a beaucoup de gens en France, en fait, on a tendance à se foutre de la gueule assez royalement de l'accent québécois. Mais pas moi. Moi, j'adore, en fait. J'adorerais d'avoir une copine, une meuf, hein, québécoise. Rien que pour avoir son accent québécois au quotidien. Oh que oui. Oh, tu me fais rêver encore plus. J'adore, en fait. Bon, après, je trouve pas ça non plus mélodieux, chantant, machin, ça me fait pas rêver comme ça. Mais je trouve ça extrêmement sympathique, en fait. Quand j'entends un accent québécois, moi, ça me met en joie, du positif. Parce que pour moi, dans ma tête, les Québécois sont des gens très sympathiques. Donc dès que j'entends un accent québécois, en fait, je l'associe à la sympathie. Donc voilà, moi, dès que j'entends un accent québécois, moi, je suis content. Et bon, enfin bon, moi je vais arrêter de digresser, donc voilà, achetez-le si vous êtes curieux sur la police belge, c'était très bien. Et voilà, c'était mes mois de décembre et janvier. Je ferai peut-être un bilan lecture dès que j'aurai fini toutes mes lectures de seconde chance. L'accent acadien? C'est quoi? Apprends-moi un truc. J'attends, je vais faire mon outro. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Je ferai donc là au mois de février, je fais un mois spécial seconde chance avec tous les auteurs qui m'ont déçu, ou alors des auteurs que tout le monde me dit ne le lis pas, tu vas pas aimer, je vais le lire quand même. On sait jamais. Donc mois spécial seconde chance avec les auteurs que je n'aime pas et qui m'ont déçu énormément. Je pense que je ferai un live mais spécial seconde chance en fait, histoire de pas le mélanger avec le mois suivant où j'aurai peut-être des dingueries à vous proposer. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à venir t'abonner à ma chaîne Twitch, en live sur Twitch. Alors déjà merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées durant ce live. C'est extrêmement inattendu. Et merci beaucoup, ça fait très plaisir. N'hésite pas à vous abonner, n'hésitez pas, je vais y arriver, à vous abonner à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, ces gens-là, les Polars d'Alistair, j'ai une chaîne YouTube, j'ai aussi un Instagram, les Polars d'Alistair, et un groupe Facebook, mais qui est plus anecdotique. Je m'en occupe pas beaucoup, c'est les romans noirs d'Alistair, mais je poste tout dessus, mais je suis pas non plus en mode gestion de communauté. Donc merci à tous YouTube, on dit au revoir YouTube et à la prochaine chez Alistair.